Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Donc, pour ma part, je suis Éric Bonnem, fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, tour opérateur basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages aventure et nature avec nos activités, donc Tamera pour le trek, Expedition Unlimited pour la haute altitude et les expéditions polaires, et Saiga pour les voyages nature en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc, bienvenue à cette webconférence avec Cédric Gras. Elle sera donc l'avant-dernière avant la trêve estivale. La dernière webconférence sera en fait la semaine prochaine. À ce moment-là, Renaud Fulconis, responsable de Saiga, recevra Cyril Ruoso, qui est un photographe animalier bien connu, des spécialistes et un peu du grand public, qui nous parlera de sa passion donc, pour la nature et la photographie. À noter qu'en 2019, il était pour la 6e fois primé au prestigieux concours du Wildlife Photographer of the Year. Donc retenez d'ores et déjà, jeudi 2 juillet de 18 à 19 heures pour une nouvelle webconférence donc passionnante. Mais pour l'heure, nous allons donc retrouver Cédric Gras, écrivain, voyageur et passionné donc de la Russie, en particulier de l'extrême-orient russe, dont il va nous parler dans quelques instants. Cédric, nous sommes très heureux de te retrouver. Comment vas-tu? Bonjour, c'est réciproque. Je suis très heureux d'être là devant cette foule impressionnante qu'on ne voit pas, évidemment. C'est particulier quand même de parler devant des caméras. Et merci de l'invitation, Eric. Voilà. Bon, écoute, on est très heureux de te retrouver. Donc, j'ai eu la chance de faire cet entretien en fait avec toi il y a quelques jours déjà. On a préféré le préenregistrer pour éviter donc quelques soucis techniques qui peuvent malheureusement arriver avec le digital, on le sait. Donc, on a enregistré cet entretien il y a quelques jours, un entretien qui était particulièrement riche et que j'ai décidé de vous passer donc dans son intégralité. Il dure 40 minutes exactement. Et donc, pendant cet entretien, vous pourrez, comme d'habitude, poser toutes les questions que vous voulez à Cédric. Pour cela, vous utilisez l'onglet questions plutôt que dans le chat directement. C'est plus simple pour moi puisque c'est moi qui reprendrai, j'aurai ainsi une responsabilité de reprendre vos questions, de les synthétiser un peu et de les poser à Cédric. Donc, après l'entretien, que vous dire d'autre? Pour suivre ces webconférences, vous savez que le meilleur navigateur, c'est Chrome. Voilà, en tout cas pour ces webconférences. Donc, la qualité est un peu meilleure. Donc, si vous n'êtes pas sur Chrome cette fois-ci, n'oubliez pas de le télécharger pour la prochaine fois. Et pour l'entretien qui va suivre, si le son ne se met pas automatiquement en route, cliquez sur votre écran. Vous devriez avoir un petit micro. Vous cliquez sur le micro et le son, par miracle, viendra. Voilà. Donc, on va vous passer cet entretien. Encore une fois, vous le trouvez passionnant, mais c'est à vous de juger. Et on se retrouve dans 40 minutes pour vos questions. À tout à l'heure. Pertinent parce que c'est vrai que la Russie, c'est un monde un peu qui appartient aux initiés. C'est pas le grand public ne va pas forcément là-bas spontanément. Et dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en fait avaient des raisons d'être en Russie familiales, souvent des racines, un papa, une maman, une immigration, et des gens qui deviennent comme ça spécialistes de la Russie, qui s'y installent sans avoir cette attache, cette introduction. Il n'y en a pas tant que ça. Alors j'en fais partie. Et c'est un hasard en réalité. J'avais beaucoup moins voyagé à travers le monde sur des destinations plus classiques, j'ai envie de dire, avant de m'installer en Russie. Mais c'est ce pays qui m'a retenu, quoi. J'ai envie de dire que je faisais un petit peu le tour du monde pour voir ce qui me plaisait. Et puis en Russie, c'est le seul pays qui m'a donné envie d'y rester plusieurs années. La Russie que je voulais voir, celle qui m'intriguait vraiment, c'était la Sibérie, évidemment. Moscou, Saint-Pétersbourg, ce sont des destinations plus occidentales d'abord, beaucoup plus fréquentées, plus connues. Moi, j'ai toujours eu un peu cette attitude de voyageur rebelle qui consiste à éviter les incontournables. Ça m'énervait un peu de commencer par là. Et c'est un petit peu snob et en même temps, je le regrette absolument pas parce que je pense que pour apprécier Moscou et Saint-Pétersbourg, vraiment, il faut déjà être très introduit dans la culture russe, parler la langue russe, parce que ce sont quand même des villes qui ont beaucoup à offrir au niveau intellectuel. Et quand on débarque comme ça du jour au lendemain en touriste, bien sûr, il y a le plaisir des yeux, c'est magnifique, et puis on fait des très belles rencontres. Mais aujourd'hui, je profite beaucoup plus de Saint-Pétersbourg et Moscou. Alors, je suis content d'aller
d'avoir commencé, moi, à l'extrême est. C'était la Sibérie qui m'intéressait, et puis après l'extrême-orient. Donc, j'ai d'abord étudié à Omsk, et puis ensuite, je me suis installé plusieurs années à Vladivostok, sur la mer du Japon, là, à côté de la Corée du Nord et en face de l'archipel nippon. Et puis, j'ai travaillé là-bas pour des alliances françaises. Donc, je ne sais pas si les gens savent très bien ce que c'est, parce que c'est souvent un réseau d'instituts français culturels qui est plus connu des étrangers que de nos compatriotes, puisque en fait, ça s'adresse pas tellement à nos compatriotes, mais justement sur place à l'étranger, aux gens qui sont désireux d'apprendre notre langue et de se familiariser avec notre culture. Donc j'ai participé à la fondation de l'Alliance française de Vladivostok. C'était des années assez sympathiques et très 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 instructives, puisque en plus d'apprendre la langue russe, j'avais un personnel local. J'étais aussi en train de me dépatouiller à la tête d'une petite entreprise qu'il fallait développer. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'en Occident, nous, vu de France, on a un peu du mal à s'imaginer qu'il y a quelque chose après la Sibérie. On a toujours dans l'idée que la Sibérie, c'est le bout du bout. On ne sait pas d'ailleurs si c'est le bout à l'est ou c'est le bout au nord, parce qu'on a associé à ce toponyme une idée de climat extrême, etc., qui n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, l'extrême-orient russe, bon, à un moment, ça s'est appelé la Sibérie orientale, mais très vite, c'est devenu l'extrême-orient russe. D'abord parce que c'est différent de la Sibérie. La Sibérie, c'est plat, globalement. L'extrême-orient russe est assez mouvementé, il y a du relief. Et puis ensuite, de toute façon, la Sibérie, pour l'administration russe, c'était bien trop vaste si on n'avait pas commencé à diviser ça quand même en plusieurs régions. L'extrême-orient russe, c'est déjà une bonne dizaine de France, hein, je pense. Ça fait plus d'un tiers du territoire russe, 40%, je crois. Et puis l'extrême-orient russe, moi j'aime beaucoup d'ailleurs ce mot, mais ça dit ce que ça veut dire. C'est ce territoire de la Russie qui est contigu au Japon, à la Corée, à la Chine évidemment, puisque le fleuve Amour départage la Russie et la Chine sur près de 4000 kilomètres, si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, avec l'affluent qui s'appelle l'Ussuri. Donc, c'est un territoire éminemment asiatique. Et d'ailleurs, les Russes sont assez jeunes sur ce territoire, puisque pendant très longtemps, alors bon, ça appartenait pas de manière très claire à la Chine, mais c'était peuplé de différentes ethnies Toungouzes, dont le représentant le plus célèbre est sans doute Dersu Uzala, pour ceux qui ont lu les aventures d'Arseniev ou vu le film magnifique film Dersu Uzala. Voilà. À l'origine, c'est un livre d'un explorateur russe qui s'appelait Arseniev, qui était au service du tsar et qui était en train de défricher, de reconnaître, de lever la carte de cet Extrême-Orient russe extrêmement méconnu à l'époque, et notamment la partie sud, à côté de Vladivostok, ce qu'on appelle aujourd'hui les Primorsky Krai en russe, c'est les provinces maritimes russes, si on traduit, si on fait une analogie avec la géographie politique québécoise, ça donne ça. Et donc, Vladimir Arseniev était chargé de reconnaître notamment une chaîne de montagnes qui s'appelle Sikhaté-Alin, et qui est le long de la mer du Japon, qui culmine pas très haut. Il doit y avoir un ou deux sommets à 2000 mètres, je crois. Mais c'est une taïga très, très, très dense, et qui est magnifique d'ailleurs, parce que c'est un endroit qui est très au sud. Hein. Vladivostok, c'est à la latitude de Nice, on s'en rend pas très bien compte dans nos géographies mentales. Et ce qui fait que la flore septentrionale sibérienne, pour le coup, eh bien, rencontre une flore plus asiatique, des latitudes coréennes, mandchoues, et ce qui fait que ces forêts font l'objet aujourd'hui d'une protection particulière. Il y a un parc national extraordinaire qui s'appelle le parc Sikhaté-Alin. Je suis très heureux que ce soit protégé. Et ça, c'est l'héritage de Dersu Uzala. Enfin, c'est là que se sont déroulées les aventures de Arseniev et de Dersu Uzala. C'est là que vit toujours le tigre mandchou, tigre de Sibérie. Enfin, on appelle comme ça un peu à tort. Il n'est pas du tout blanc, contrairement à ce que les gens pensent. Le tigre blanc, c'est un tigre albinos. C'est un tigre tout à fait roux. Par contre, c'est un tigre c'est le plus gros représentant de cette espèce sur la planète. Et donc, Arseniev, pour son exploration, avait trouvé ce guide, Dersu Uzala, qui était, lui, il vient d'une ethnie qui s'appelle les Oudégués ou les Gold, je ne sais plus. Il y avait une myriade de petites ethnies toungouzes comme ça. Et Dersu et Arseniev se lient d'amitié malgré le fossé qu'il y a entre eux. Il y en a un qui est
descendant millénaire d'une ethnie sylvestre, l'autre qui est un scientifique, explorateur, représentant le tsar dans ses confins de l'Empire russe à l'époque. Et année après année, ils font connaissance, ils explorent cette région de l'Extrême-Orient russe. Et puis, bon, ça se finit un petit peu tragiquement parce que c'est l'époque aussi où, malheureusement, ces ethnies confrontées à l'irruption des Russes, qui étaient quand même un peu moins sauvages hein, que les cow-boys américains vis-à-vis des Indiens d'Amérique. Mais malgré tout, il y a eu des abus. Et puis surtout, on est venu chambouler leur mode de vie, leurs croyances, leur monde. Et voilà, bon, il y a Der Souzala, si vous voulez, c'est un peu le dernier Mohican, version Sibérie, Extrême-Orient russe, quoi. On parle beaucoup là en France en ce moment de l'héritage colonial. C'est vrai que euh, là, si on élargit un peu le débat et qu'on quitte l'Extrême-Orient russe, qu'on va vers l'Asie centrale et toutes ces régions d'Eurasie qui ont appartenu, qui ont été incluses soit dans le territoire de l'Empire russe, soit dans le territoire soviétique, par la suite, on ne sait pas trop si on doit comparer ça à notre épopée coloniale. Il y a des ressemblances et des subtilités, puis en même temps, c'est pas pareil. D'abord, c'est pas outre-mer, c'est un territoire contigu, c'est terrestre. On ne sait pas trop non plus si on doit faire une analogie avec l'épopée du Far West américain, parce que finalement, la conquête de la Sibérie, c'est un peu le Far East. C'est simplement un autre point cardinal, mais c'est pas la même chose, c'est-à-dire on est parti comme ça, plein ouest chez les Américains, plein est chez les Russes, jusqu'à trouver un autre océan. Et puis, ça a été une découverte, mais aussi avec son lot de violence et puis effectivement d'humanisme en fonction des héros, des protagonistes, la sensibilité des uns et des autres. Côté russe, ça s'est passé de manière beaucoup moins génocidaire que chez les Américains. Il n'y avait pas cette volonté de supprimer ces peuples. En revanche, évidemment, il y a eu la volonté de les dominer. Voilà. Donc, Dersouzala, ça se termine assez tristement, puisqu'en fait, Arseniev, Dersou étant très vieux, il n'est plus capable de survivre dans la taïga, et ça, c'est la loi de la nature. En fait, il aurait dû mourir normalement, tout seul. Mais là, voilà notre civilisation, alors effectivement humaniste, qui incarnée par Arseniev. Et Arseniev se dit non, mais il n'a pas le droit de mourir en la taïga. On va l'amener en ville, et puis il va mourir tranquillement, comme il lui offre une retraite en fait. Et ça, finalement, c'est presque antagoniste avec toute l'existence de Dersouzala. C'est vraiment la confrontation des mondes, quoi, des époques, des civilisations. Ça se passe à travers ces deux hommes. Moi, j'ai jamais compris si ça avait été un peu romancé ou pas, ces récits d'Arseniev. Mais c'est vrai qu'à travers cette histoire très simple, il y a énormément de choses d'ordre même philosophique qui passent. Un monde qui s'effondre. Là, je reprends un titre, Tout s'effondre. Je ne sais plus qui a écrit ça. C'est une auteure africaine. Elle a écrit un livre parlant justement de l'arrivée des colons blancs. Enfin, c'est même pas les colons, c'est les missionnaires blancs en Afrique. Je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'est au Nigeria. Et elle a ce titre magnifique, Tout s'effondre. Je crois vraiment que ça, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'univers de Dersouzala et de son ethnie, les Tungus, les Giliaks, il y en avait plein sur le fleuve Amour, sur l'île de Sakhaline. Il n'y avait pas une grosse densité humaine, mais c'était un petit peu, j'ai envie de dire, un monde très naïf, quoi. C'était les gens qui vivaient dans les bois tels que nous, on se l'imagine, sauf que leur réalité était beaucoup plus violente. Mais euh, je crois qu'ils ne soupçonnaient pas, à l'image d'ailleurs des Sud-Américains à l'époque, des Mayas, des Incas, ils ne soupçonnaient pas l'existence d'un monde qui puisse comme ça faire irruption dans le leur et le balayer. Le nord, c'est l'est, oui. Ouais, alors, c'est le nord, c'est plus loin l'est. C'est pas céleste, c'est pas l'adjectif venant du mot ciel. Je sais pas si c'est un très bon titre, mais en tout cas, je l'avais pris parce que quand on parle de Sibérie et d'Extrême-Orient russe, bon, Extrême-Orient russe, c'est un peu plus clair, parce on sait qu'on part à l'est, mais quand on parle de Sibérie, les gens s'imaginent toujours le nord, en fait. J'avais remarqué ça même avec Vladivostok. Je disais, j'habite à Vladivostok. Les gens, waouh, il doit faire très froid. Et les gens s'imaginent que c'est presque au septentrion, quoi. Alors que Vladivostok, encore une fois, c'est sur la latitude de la ville de Nice. Donc, pas très haut, finalement, en latitude. Et ce qui fait qu'il y fait plus froid, c'est parce qu'il n'y a pas le Gulf Stream là-bas. Il y a au contraire un courant froid qui descend
du détroit de Bering. Et donc, à Vladivostok, il fait plus froid qu'à Nice, mais il fait non plus aussi froid qu'à, je ne sais pas moi, Mourmansk ou Spitzberg ou je ne sais où. D'ailleurs, c'est une ville qui est sujette aux moussons l'été, parce qu'en fait, c'est des moussons asiatiques qui remontent. Enfin, c'est la frange nord, c'est pas des grosses moussons, mais c'est pas une ville très agréable en août parce qu'il y a une espèce de brouillard comme ça, un peu humide. Et donc, j'ai remarqué que il y avait en Sibérie, on perd un petit peu le nord, c'est le cas de le dire. Et en revanche, eux, les Russes, ils en ont une vision assez amusante. En fait, le nord pour eux, c'est là où il fait froid, c'est là où il neige, voire c'est là où on est très isolé. Voilà. Donc, en fait, ils avaient, je ne sais pas d'où ça vient, cette définition du Nord, mais ils en ont eu une application très concrète pour aller peupler ces territoires qui, du coup, sont un petit peu quand même austères et n'attiraient pas grand monde. Or, le défi de la Russie depuis toujours, ça a été de peupler la Sibérie, de peupler ces nouveaux territoires à l'est, de peupler leur Far East. Et donc, ils avaient monté un système incitatif, quoi. À l'époque du Tsar, si on partait là-bas s'installer, on avait des terres, on avait une vache, on était exempté d'impôts, voire de services militaires, etc., etc. Et plus le territoire était considéré comme au nord, c'est-à-dire difficile, et plus on avait d'exemptions. Et ça a continué à l'époque soviétique, et ça continue d'ailleurs encore. Et donc, ils ont pondu une loi à l'époque soviétique sur laquelle j'étais tombé, qui s'appelle la loi sur les territoires du Nord et assimilés. Donc, les territoires du Nord, c'était très simple, ça c'était purement latitudinal. Et après, il y avait tous les territoires qui étaient assimilés au nord. Et en fait, c'est tous les endroits qui ressemblent au Grand Nord, quoi. Donc, on peut en fait être dans les monts de l'Altaï, c'est-à-dire plutôt au sud quand même, et parce qu'on est un peu en altitude, ou parce que c'est reculé, ou parce que le climat continental fait que vous avez un hiver très dur, et un été pas forcément ressemblant à celui des Seychelles, et ben, vous êtes assimilé au nord. Et la région de Vladivostok, Vladivostok un petit peu, et dès qu'on monte au-dessus de Vladivostok, on est assimilé au nord. Et même au Kazakhstan, hein, on pouvait être assimilé au nord. Et en fait, la plupart de l'extrême-orient russe est assimilé au nord. Encore une fois, parce que là-bas, il n'y a pas le détroit, il n'y a pas le Gulf Stream, mais il y a ce courant froid qui fait que à latitude égale, eh ben, on subit une nordicité un peu supérieure. Alors, nordicité, ça pour le coup, c'est un mot qui a été inventé par un géographe canadien, parce qu'ils ont fait exactement la même chose au Canada, sans a priori se consulter avec les Russes. Ils ont eu le même réflexe en fait, pour rémunérer les gens qui partent dans ces territoires plus ou moins nordiques. Donc, ils avaient mis eux aussi sur pied une espèce d'échelle de valeur, de nordicité. Voilà. Bon, les Russes n'appellent pas ça comme ça. Moi, je l'ai traduit du coup comme ça, parce que c'est un Québécois en plus, je crois, qui a inventé ça. Et, euh, et j'ai décidé, moi, je me suis rendu compte en lisant cette loi et en regardant la liste de tous les territoires russes qui étaient assimilés au nord, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tous les endroits dans lesquels j'adorais voyager. Et à ce moment-là, j'avais pas mal de petits récits de voyage à gauche, à droite, qui étaient assez indépendants les uns des autres, et je ne savais pas très bien comment les relier. Et c'est devenu le fil conducteur de mon livre, en fait. Je me suis dit, bah, ouais, c'est marrant comme idée, ça. Et j'ai fait le Nord Céleste, c'est un voyage à travers tous les territoires, soit très au nord, soit assimilés au nord, en fait. C'est un voyage à travers tous les endroits dans lesquels personne ne voulait aller, sinon à être rémunéré selon une échelle de valeur. On pouvait gagner 2, 3 fois son salaire quand on partait dans le nord. Je me suis rendu compte que ce nord assimilé, tout ce qui était assimilé au nord, en fait, c'est le Grand Est, quoi. C'est la Sibérie orientale et l'Extrême-Orient russe. Oui, bon, moi j'ai été un peu monomaniaque de l'Extrême-Orient russe hein, pendant un moment. Là, je suis en sevrage, bientôt je vais guérir. Et donc, j'ai beaucoup écrit. Oui, j'avais fait mon premier livre qui s'appelait Vladivostok, Neige et mousson, d'ailleurs, pour expliquer un petit peu pour démonter un peu ce cliché d'un Vladivostok très arctique. Après, j'ai fait le Nord Céleste, effectivement. Et puis, un jour, je me suis lancé dans une grande traversée de l'Extrême-Orient russe que je voulais faire depuis longtemps, parce que c'est assez gigantesque, hein, l'Extrême-Orient russe. Et jusque-là, je travaillais, j'avais pas forcément le temps de m'échapper plusieurs mois. Et moi, j'ai une deuxième passion qui est l'automne. L'automne, ne me demandez pas pourquoi, c'est une saison qui me parle particulièrement.
Je suis pas très été, moi, ni hiver d'ailleurs. J'aime beaucoup les saisons intermédiaires, le printemps et l'automne. Et comme il y a des forêts extraordinaires en Extrême-Orient russe, c'était évidemment l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et l'été indien, c'est un moment magnifique, mais extrêmement bref. D'ailleurs, les Japonais viennent le contempler comme ils vont au printemps contempler les cerisiers en fleurs. Eux, ils ont tout compris à l'éphémère et à l'esthétique de l'éphémère. Et donc, moi, je m'étais dit quand même, c'est tellement beau, c'est dommage que ça arrive qu'une semaine par an, l'été indien. Et comment on pourrait faire pour que ça dure plus, quoi? Et en fait, la solution est toute simple. Il faut partir du Grand Nord, descendre vers le sud avec l'été indien, dans l'été indien. Alors, sur le papier, ça avait l'air facile, forcément. Sur le terrain, c'est plus compliqué. D'abord parce que le terrain lui-même peut être compliqué, et ensuite parce que l'été indien, il vous attend pas du tout. Et puis, ça descend pas de manière aussi linéaire. Et en plus, il peut y avoir des dépressions, une mauvaise météo, et votre été indien, il s'envole. Mais enfin, bon, de manière globale, l'automne descend tranquillement les latitudes au fur et à mesure des mois de l'automne, quoi. Donc, je me suis lancé là-dedans. Je suis parti de Yakoutie, donc ça, c'est dans l'extrême-orient russe, la Yakoutie, fin août, parce que là-bas, ça commence très, très tôt. Et puis, j'ai fait un grand voyage nord-sud jusqu'à Vladivostok, sur à peu près 3000 km, en suivant l'été indien, du coup, en ayant pour boussole le sud, en suivant les oies sauvages qui migraient, etc., etc. Alors évidemment, je pouvais pas faire ça à pied parce que j'aurais jamais. D'abord 3000 km, c'est quand même un gros défi. Et là, pour le coup, j'aurais été rattrapé par l'hiver. Le livre s'appelle comme ça, L'hiver aux trousses, parce qu'en fait, le truc, c'est de pas se faire rattraper par l'hiver. Moi, j'adore ce moment, vous savez, où il y a sur les forêts automnales, il y a les premières neiges, notamment quand on est un peu dans du relief. Il y a le haut qui est déjà en neige et le bas qui est encore rouge et or. Et ce sont des paysages qui me transportent absolument. Donc, j'ai fait ça en fait par tous les moyens du bord, sachant que là-bas, il n'y en a pas trop des moyens du bord. En Extrême-Orient russe, il y a très peu de routes et la région que j'avais choisie, il n'y en avait pas du tout. Donc, les seules routes, c'est les rivières. Donc, je suis parti avec les chasseurs. À l'automne, justement, ils partent pour leur track. J'ai marché, bien sûr. Voilà. Et puis, bon, en arrivant à la partie un peu plus civilisée au sud, j'ai commencé à utiliser quelques transports, à faire du stop, etc., etc. Mais ça a été un voyage esthétiquement tout à fait réjouissant, très, très poétique. Alors, bah, d'ailleurs, enfin, j'ai été arrêté à un moment par les services russes dans une ville qui s'appelle Nikolaïevsk-sur-Amur, à l'embouchure du fleuve Amour. Et j'avais rien à me reprocher. Mais la police russe, souvent, elle comprend pas en fait ce que vous faites là. Enfin, elle comprend pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour un étranger à faire ici. Et donc, tout était en règle. Alors, ils ne voulaient pas m'embêter plus que ça, mais comme ils ont toujours, ça date de l'époque soviétique, un peu la peur de leur hiérarchie et ils ont besoin de se couvrir. Alors, ils m'avaient fait quand même rédiger sur un bout de papier qui doit être aujourd'hui conservé aux archives. En tout cas, ils l'avaient tamponné, dûment tamponné. Ils m'ont fait rédiger le pourquoi j'étais là. Alors, j'avais écrit que je suivais l'automne, quoi. Et donc, il y a ça aux archives des services russes quelque part. Ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, c'était ça, ce voyage. Ça a donné l'hiver aux trousses, dans lequel, évidemment, je raconte aussi le destin de cette région, son histoire, en plus de mon voyage, de mes rencontres, de mon quotidien et de ma contemplation de l'automne. Moi, je considère en fait que l'exploration de la Terre, elle s'est arrêtée dans les années 50, quoi. Parce que quand on arrive au sommet des 8000 Himalayens, ça commence en 50 avec la Napurna, et puis après, ils tombent tous. Les années 50, c'est aussi la troisième année polaire internationale, pendant laquelle on installe des bases pérennes en Antarctique. C'est la première fois qu'on vient s'installer sur ce continent, et donc on achève pratiquement la cartographie et on en commence l'étude. Euh, c'est aussi dans les années 50 le début de la conquête de l'espace. Euh, donc quelque part, il y a un passage de relais, quoi. Les explorateurs terrestres passent le relais aux cosmonautes. Et c'est pas, enfin, je sais pas, moi, je veux pas y voir, je pense pas que ce soit un hasard. Là, il y a quelque chose. On achève la reconnaissance de notre planète et puis on part vers de nouveaux univers. Bon, évidemment, là, je parle d'exploration brute, quoi.
Et il est évident qu'après après les années 50, il restait encore plein de choses très sympathiques à faire sur Terre, des petits bouts de cartes qui étaient encore blancs. Il y avait de quoi s'amuser. Mais bon, grossièrement, c'est ça la fin de la grande époque. Et moi, j'arrive avec ma génération. Moi, je suis né dans les années 80. On est sur le marché, entre guillemets, du voyage au début des années 2000. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se prendre pour un explorateur. Et moi, j'ai un peu de mal avec tous ceux qui nous disent, mais si, il y a toujours un truc à explorer, mais vous savez, le fond des mers, le truc, le machin. D'abord, c'est plus de l'exploration pour les Pékins, ça. C'est plus de l'exploration de guignol, parce que moi, je me considère comme un guignol. Je n'ai aucune spécialité scientifique, je n'ai aucune utilité. Donc, toute cette génération de voyageurs qui pouvaient euh, partir et participer à la découverte du monde simplement avec son envie, son courage, son audace, son envie de partir, ses rêves, c'est terminé en fait, parce que maintenant, tout ce qui reste à explorer, c'est une affaire de spécialistes. C'est une affaire de spécialistes et puis souvent ils font aussi des moyens logistiques, techniques très importants pour y parvenir. C'est d'ailleurs le drame de la conquête de l'espace. Elle ne pourra pas être faite par des gens lambda comme moi. Ouais, ça m'énerve ça. Moi, j'aurais adoré évidemment vivre dans un monde un petit peu moins sans Google Earth, quoi. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, je pense que l'exploration, enfin, c'est un terme un peu pompeux, le voyage tout court, c'est une mise à jour de nos connaissances. Parce que la planète, elle change, hein. Ça va très, très vite, et le monde change. Donc, chaque génération doit voyager, chaque génération doit aller mettre à jour, doit aller actualiser notre connaissance du monde. Ça, c'est très important. Et même si, évidemment, ça peut paraître un peu moins enthousiasmant que d'aller vers des territoires vierges, il y a quand même cette mission presque. Il faut voyager. Chaque génération doit aller quelque part réexplorer le monde parce que il n'y a pas de lieu sans date. La géographie est intimement liée à l'histoire. Vous prenez la même région du monde, le même continent évolue à des siècles différents. C'est pas du tout les mêmes univers. Et à notre époque, tout s'accélère. Donc, le voyage, de toute façon, reste quelque chose d'abord, de passionnant pour les gens qui le mènent et ensuite d'utile. Malgré la futilité apparente, ça reste quelque chose de très utile. Il faut que les hommes continuent à explorer leur monde. Voilà. Et moi, je considère que j'explore le 21e siècle. Voilà. Mais j'essaye justement de ne pas être trop dans une nostalgie. Parce que le problème, c'est que quand on était ado, on lisait les récits de voyageurs. Parfois, ils avaient 30 ans, 40 ans, ça paraît pas énorme. Mais en fait, la planète a changé à une telle allure que quand vous arrivez sur place, c'est l'équivalent de 2 siècles d'écart avant, quoi. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Il faut faire attention à ça et puis il faut réécrire le monde, quoi. C'est ça que je fais. Ah, la montagne, c'est mon enfance. Alors moi, je suis un petit Parisien, enfin même pas un banlieusard, mais mes parents aimaient beaucoup la montagne, enfin la randonnée tranquillement. Et très tôt, j'ai été dans cet univers chaque été. Ça m'a beaucoup plu. J'ai poussé un petit peu plus loin. Je me suis initié à l'alpinisme. Et moi j'ai commencé à voyager quand j'ai commencé à partir de France, ça a été pour aller en montagne, à l'étranger. Parce qu'évidemment, j'avais rêvé, comme tout le monde, des Andes, de l'Himalaya, du Tibet, etc. Ça a été mes premiers voyages, bien avant la Russie d'ailleurs, hein. Quand j'avais 19 ans, je me suis élancé de Mongolie avec des chevaux et pendant, je sais plus, 4 mois, 5 mois, j'étais avec une amie à l'époque. On a rejoint Lhasa d'abord, depuis la Mongolie, à travers tout le Tibet, et puis ensuite on est passé sur Katmandou. C'était un voyage initiatique, c'était mon premier grand voyage et ça se passait évidemment en montagne. Pour moi, à l'époque, c'était une évidence. Voilà. C'est plus tard que j'ai découvert qu'il y avait aussi des gens au pied des montagnes et que c'était passionnant en fait, aussi le monde des hommes. Voilà. Euh, donc, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu oublié la montagne. J'y suis revenu plus récemment. Dans tous les cas, la montagne, c'était une excellente formation. Quand on fait de l'alpinisme, même à un niveau tout à fait modeste, on passe partout après. C'est ça qui est formidable. Donc, on passe partout, on se contente de rien. C'est une très belle école, la montagne, l'alpinisme ou même la randonnée. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est une très très belle école. Voilà. Donc, là, en fait, c'est le plateau tibétain. C'est un univers
bon, il faut dire que j'y ai passé beaucoup de temps, mais cette idée d'altiplano, parce qu'en fait, le Tibet, c'est un altiplano, c'est une atmosphère qu'on retrouve nulle part ailleurs, parce que vous vivez dans le ciel, en fait. Vous êtes sur un plateau qui est lui-même à 4000, 4005 d'altitude, et puis au-dessus, il y a des chaînes de loin en loin qui sont toutes au-dessus de 6000, 7000. C'est là, en fait, c'est en marchant sur le plateau tibétain que j'ai compris un petit peu la culture tibétaine. Euh, j'ai compris j'ai compris leur univers avec ces sommets enneigés qui sont la demeure de divinité, cette obsession du ciel, des nuages dans leur art, dans leur tanka, et puis d'ailleurs ça, de vivre avec les Tibétains, ça rajoute beaucoup à la beauté du Tibet. Parce que moi, pour le dernier livre, l'Alpiniste Staline, dont on parle, j'ai été beaucoup au Pamir et dans les monts Célestes, c'est-à-dire au Tadjikistan et au Kyrgyzstan. Et c'est vrai que là-bas, ça m'a manqué d'avoir une culture locale de la montagne. Parce qu'en fait, ces peuples, d'abord, ce sont des nomades cavaliers et ils n'aiment pas trop descendre de leur cheval. Les chevaux, ils peuvent pas aller très haut en montagne. Il y a des yaks parfois, mais ils les utilisent absolument pas. Enfin, ils les traient, mais il y a pas de, c'est pas un animal qui leur permet de monter plus haut. Euh, si dans ces régions-là, il y a beaucoup de montagnes qui s'appellent le pic Karl Marx, le pic Engels, etc. Si on a laissé les soviétiques les nommer, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de toponymie. Ce sont des peuples mahométans, comme on disait à l'époque, musulmans. Alors évidemment, il y a un petit peu d'animisme localement, quelques sommets dont on dit qu'ils abritaient un esprit maléfique ou je ne sais quoi, mais globalement, ils n'ont pas, et c'est très surprenant d'ailleurs, vraiment associé à la montagne et inscrit leur culture dans la montagne. Alors, c'est peut-être ça qui manque un peu là-bas. Et quand on va dans l'Himalaya, là, c'est le contraire, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'Antarctique, c'est très particulier. Moi, je suis parti sur un brise-glace de construction soviétique. Enfin, il était en bon état, mais ça avait un charme fou de partir avec tous ces gars qui ont quand même, on ne sait pas trop, mais qui ont été parmi les pionniers de la conquête de l'Antarctique. Hein. Nous, évidemment, on est centré sur notre histoire nationale, c'est tout à fait naturel. Et après, on est toujours sous le vent du soft power américain, qui ont été eux aussi de grands pionniers de l'Antarctique. Mais les Soviétiques ont eu, avec les Américains, les plus gros contingents antarctiques. Ils ont eu jusqu'à 10 bases sur le pourtour de l'Antarctique, c'est énorme. Et puis, il y a eu celle de Vostok, où on a fait la découverte incroyable du lac sous-glaciaire de Vostok. Donc, ils ont apporté beaucoup quand même à la découverte et à l'étude surtout de l'Antarctique, parce que pour le coup, ils n'étaient pas trop les premiers. Enfin, au 19e siècle, il y a eu quand même le voyage de Bellingshausen et Lazarev qui ont été peut-être prétendument les premiers à apercevoir le continent antarctique. Alors, moi, mon voyage en Antarctique, c'est un petit peu contrasté comme souvenir, parce que ce sont des paysages absolument extraordinaires. Quand vous allez ensuite au Groenland, vous trouvez que les icebergs qui ressemblent plus à des glaçons à pastis qu'autre chose, parce qu'en fait, en Antarctique, tout est plus grand, plus vaste, plus gigantesque, plus immaculé. Les icebergs que vous croisez, ils sont des dizaines de mètres au-dessus de la surface de la mer. Ils sont plus hauts que votre bateau parfois, et pourtant, c'était pas un petit brise-glace. Donc, on a vraiment quitté, on a l'impression, vous savez, comme dans les récits du 16e ou du 17e siècle, on a l'impression de quitter la Terre, quoi. On a l'impression que c'est la fin. Et, et en même temps, j'avais ce sentiment d'être prisonnier parce que c'est pas un continent qui est fait pour les hommes, l'Antarctique. Donc vous êtes d'abord emprisonné sur ce bateau pendant des jours, des jours. Moi, je suis parti 3 mois quand même. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur ce bateau en 3 mois, mais ma cabine, c'était ma prison, quoi. C'était ma cellule. Pour vous détendre un peu, il y a l'héliport qui est derrière, mais enfin, on tourne tous autour de l'hélicoptère, ça ressemble à une cour de prison, quoi. On est des fous. Sur les bases antarctiques, et encore, moi j'étais pendant l'été austral, mais sur les bases antarctiques, vous ne pouvez pas vraiment bouger parce que souvent, les terres libres de glace en Antarctique, elles sont très, très peu, très peu nombreuses. Et donc, dès que vous aventurez de toute façon un peu plus loin, il faut en général pas partir seul, il faut prendre une radio, il faut déclarer son itinéraire. Énormément de déplacements nécessitent de toute façon des moyens techniques, un hélicoptère, des chasse-neige, je ne sais quoi. Et
J'avais l'impression de partir dans l'espace, en fait, un peu. Je me suis dit que ça serait ça l'espace, quoi. À la fois, vous allez partir vers l'infini, vers l'immense, et en même temps, vous serez prisonnier d'une petite capsule, quoi. Donc, en fait, l'Antarctique, c'est pas la terre des hommes. L'homme seul là-bas est extrêmement vulnérable. Ne peut pas voyager, on peut pas voyager là-bas avec son petit sac à dos. Et il n'y a pas que l'homme, en fait. Il y a pas de mammifères sur le continent antarctique. Tous les animaux euh, ultra austraux, euh, même si, comme les manchots, ils vont aller se reproduire sur le continent, se reposer sur les rives du continent, en fait, toute leur nourriture, elle vient de l'océan glacial antarctique. Donc c'est un continent qui est stérile, quoi. C'est un univers minéral et glaciaire. C'est pas fait pour la vie, voilà. Ni celle des animaux, ni celle des hommes. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de civilisation en Antarctique. Donc c'est très étrange. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires et en même temps, j'ai senti que voilà, là, on quittait la Terre un peu, quoi. Moi, j'étais un gamin très lecteur. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Ça m'a fait rêver. Je pense que je suis pas le seul. La plupart des gens qui voyagent ont puisé leur inspiration dans les livres. En tout cas, toutes les générations précédentes, la mienne incluse, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Il est évident que la littérature et le voyage sont intimement liés. J'ai envie de dire que même la lecture est liée au voyage chez moi, parce que j'ai du mal à lire sur mon canapé. Moi, je suis plutôt un lecteur qui tue le temps, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours un livre dans la poche pour attendre un train, dans un avion. J'ai toujours eu ce rapport à la lecture, en fait. Je suis pas du genre à passer une soirée au canapé avec un livre. C'est une espèce de... La littérature, c'est une espèce de compagnon de solitude, en fait. Voilà. Dès que je suis seul, dès que j'ai du temps, je sors un livre. C'est c'est le seul compagnon qui vaille, d'ailleurs. Et puis, c'est la meilleure conversation que l'homme a avec l'homme, en fait, la littérature. Parce que c'est la seule fois, surtout dans notre société moderne, qui est sevrée de télécommunications, c'est la seule fois où vraiment vous écoutez quelqu'un de A à Z. Vous l'écoutez pendant... Lire un livre, c'est écouter quelqu'un pendant, je sais pas moi, ça dure 10 heures la lecture d'un livre, à peu près, en moyenne, quoi. C'est comme si vous écoutiez quelqu'un pendant 10 heures sans le couper. Ça, c'est extraordinaire. Sachant que lui, il a mis des mois à écrire ce livre. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas là pour vous polluer avec plein de choses qu'en fait, il a dit spontanément, mais qu'il ne pense pas. Non, lui, il a réfléchi à tout ce qu'il avait envie de vous dire. Il a sélectionné, il a relu. Donc, c'est une conversation d'une qualité extraordinaire entre quelqu'un qui exprime l'essentiel de ce qu'il veut dire et quelqu'un qui est dans une écoute totale. C'est ça la littérature, tout simplement. Ça se passe par l'écrit. Oui, bah, assez naturellement, je prenais des notes de voyage lors de mes premières aventures. Enfin, pas les premières, mais à partir du moment où j'étais en Russie, j'ai commencé à prendre des notes vraiment. Et c'est comme ça qu'est né ce premier livre, Vladivostok, qui est une réunion de notes qu'il a fallu bien sûr retravailler. Euh, j'ai eu la chance ensuite d'être d'être accepté par un éditeur, c'était Phébus à l'époque. Euh, et puis après, j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré écrire, j'ai adoré raconter non pas mes voyages, mais raconter le monde à travers mes voyages. Ça, c'est quelque chose euh, qui m'a plu. En fait, moi, je me préfère à l'écrit qu'à l'oral. Je me saoule beaucoup quand je parle et j'aime beaucoup ma conversation avec moi-même à l'écrit. Et il y a quelque chose, vous savez, on parle toujours du monde, de son univers intérieur, etc., etc. Je pense que quand on veut parler d'une vie intérieure, il faut vraiment parler, quoi. Et on peut pas juste avoir une idée en l'air ou je ne sais quoi et dire, ah, j'ai une vie intérieure. Non, avoir une vie intérieure, c'est écrire, en fait, hein. C'est se parler à soi-même longuement sur le papier. Et puis ensuite, c'est enlever tout ce que vous avez dit d'idiot, c'est-à-dire 99%. Il faut être très franc avec soi-même. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé dans l'écriture. On est très très franc avec soi-même, voire méchant, voire cruel. On dit mais ça c'est ennuyant, ce n'est pas du tout brillant, ça c'est stupide, c'est un exercice assez extraordinaire d'humilité, hein, l'écriture. Ceux qui ont eu la chance de travailler avec des bons éditeurs le savent. L'Épinesse de Staline qui est sorti le 27 mai après un report de parution de cause du coronavirus. Enfin, je suis très heureux qu'il soit enfin
dans les librairies. L'écriture, les recherches, ça a été un plaisir immense parce que ça a été la réunion d'un peu toutes mes passions et j'ai envie de dire de tout ce que je sais faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, je connais la montagne, je parle russe, je connais l'Asie centrale. Et voilà, c'était un peu mes trois compétences et il s'est trouvé que le livre requérait à peu près ces trois compétences, quoi. Donc, ça s'appelle L'alpiniste de Staline. En fait, c'est l'histoire des frères Abalakov. Alors, personne ne les connaît vraiment, les frères Abalakov, dans le grand public. Les montagnards ils savent peut-être pas, enfin, ils connaissent le mot, ils connaissent le nom, sans d'ailleurs peut-être parfois soupçonner que c'est un nom de famille, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent. Moi, en tout cas, je savais que c'était un alpiniste russe, et j'ignorais qu'ils étaient deux frères, hein, derrière le nom de famille quand j'ai commencé à faire mes recherches. Et, et ça a été extraordinaire parce que là, c'est l'écrivain qui parle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parlait de l'exploration là à l'instant et du fait qu'il n'y a plus forcément beaucoup de terres vierges. Ben, en littérature non plus, il n'y a pas tellement de terres vierges. Tout a été un peu fait. Toutes ces histoires de conquêtes, d'explorateurs, elles sont déjà un peu connues, elles sont ressassées, réécrites, réécrites. Et là, leur existence, leur destin n'avait pas été il fait l'objet de textes de l'époque soviétique, mais qui sont très parcellaires. D'abord, ils étaient vivants, donc c'était surtout des reportages, des récits d'une ou deux ascensions, mais personne ne s'était intéressé à leur existence de manière complète. De toute façon, ça n'avait été jamais traduit ailleurs qu'en Russie. Et puis, c'était l'époque soviétique, donc on n'était pas censé, à l'époque soviétique, raconter ce qui leur était arrivé pendant les purges staliniennes, évidemment. Alors, j'ai eu accès, moi, au dossier, à leur procès, aux archives du NKVD, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB. Et j'ai plongé dans leur histoire. C'est absolument passionnant parce que c'était les, les grands alpinistes de l'époque stalinienne. Ils ont été premiers sur beaucoup de sommets. Le pic Staline, qui s'appelle aujourd'hui le pic communisme, ou Ismaël Somoni, comme l'ont renommé les Tadjiks. Ils ont été premiers au pic de la Victoire, le pic Pabieda, le pic Ramtengri. Ils ne sont pas premiers, mais presque. Premiers au pic Lénine. Ils ont vraiment défloré tous les 7000 de l'ex-URSS. C'était des gens qui vivaient une époque absolument grisante sous les soviets. Et en 1938, c'est les geôles, c'est la déportation, c'est le goulag, c'est les exécutions. Pratiquement tous leurs camarades sont fusillés à l'époque. Ensuite, ils font la guerre contre les nazis au Caucase, puisque les nazis ont quand même planté le drapeau hitlérien au sommet de l'Elbrouz. Hein. Et puis après, ils reprennent l'alpinisme, ils veulent partir en Himalaya, ils ont des vues sur l'Everest, etc. C'est une histoire absolument passionnante. Et quand on aime écrire, on est très heureux de se retrouver avec une matière un peu vierge, pour le coup, originale, inédite. Même les Russes ne connaissent pas vraiment cette histoire, en fait, parce qu'ils n'ont que encore la version officielle de l'époque soviétique. Voilà. Mon seul regret, finalement, c'est de l'avoir fait maintenant et pas il y a 20 ans, parce que il y a 20 ans, j'aurais pu encore croiser des témoins vivants. Les Abalakov, ils ont ça de particulier, surtout Vitaly Abalakov, le grand frère, c'est qu'il traverse le siècle soviétique et puis il naît sous les tsars, orphelin d'une famille bourgeoise, donc déjà il a un rapport très compliqué avec la révolution dès le départ. Et pourtant, il va devenir l'alpiniste numéro un, comme on disait à l'époque. Et puis il finit par mourir dans les années 80, donc il a traversé tout le, toute l'époque bolchevique et bolchevico-soviétique. Et c'est, l'alpinisme de Staline, en fait, c'est l'URSS vue du ciel, quoi. C'est l'URSS par le prisme des neiges. Moi, ce qui m'a fasciné, en fait, dans leur histoire, c'est que la haute altitude, c'est quand même une métaphore de la plus grande liberté qu'on puisse avoir, parce qu'on sort du monde, quoi. On sort du monde des hommes. Et à l'époque, le monde des hommes était très cruel, donc ils ont en permanence navigué entre ce monde qui n'était plus contrôlé par la bureaucratie stalinienne et la réalité d'un quotidien politique, de la chape de plomb idéologique et même des purges, puisqu'Italie Abalakov a été arrêté par le NKVD, il a failli être fusillé en fait, hein, il aurait dû y passer. Et ça, ce contraste permanent dans leur vie entre les hauts sommets et les arcanes politiques,
les plus terrestres qui puissent être. Ça a été le moteur de l'écriture de ce livre. Est-ce que ça va être traduit en russe? Peut-être. Je ne sais pas. En même temps, les Russes, c'est toujours un petit peu particulier, hein. Ils critiquent leur pays du matin au soir, mais dès que c'est un étranger qui commence à parler de la Russie, ils deviennent ultra patriotes. Il y a beaucoup de claques à prendre à se faire traduire en russe, je pense. Bon, eh bien, écoute, beaucoup de réactions hein, pendant cet entretien, un entretien qui a été particulièrement dense, je pense passionnant, donc au croisement de la Russie, des livres, des voyages. Un entretien qui a suscité donc de nombreuses questions et donc des commentaires que j'ai essayé de structurer justement autour de la Russie, de tes livres, des voyages, de tes voyages, et puis quelques questions un peu plus prospectives pour conclure. Dont tu nous donnes d'ailleurs pas facile, ça c'est pour te préparer. Alors, autour de la Russie, bon, première question comme ça, auriez-vous aimé vivre en Russie à l'époque de l'Union soviétique? Nicolas pose cette question. Non, pas y vivre. Y voyager, oui. Par contre, c'est vrai que c'est une époque dans laquelle j'ai voyagé à travers les livres et à travers aussi les récits finalement de beaucoup de contemporains, des gens pas forcément beaucoup plus vieux que moi, mais qui ont pu, dans les années 80 par exemple, voir ce que c'était que l'URSS. Ça aurait été par pure curiosité, mais j'ai eu la sensation d'être arrivé juste après un pays qui est aujourd'hui une civilisation perdue, quoi. C'était comme ce livre qui s'appelait l'Homo Sovieticus. Euh, J'aime beaucoup ce titre parce que, bon, d'abord, c'est amusant, et puis ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Russes d'aujourd'hui sont plus les Russes de l'URSS. Il y a quelque chose qui s'est passé, un changement total euh, culturel, de, ce sont d'autres gens. Et évidemment, moi, j'aurais aimé forcément. Enfin, j'en ai vu. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi pendant l'URSS et je les ai rencontrés. On en rencontre encore. Ils sont assez âgés maintenant. Mais c'était dans notre pays et c'est un petit peu comme. C'est un petit peu comme la Rome antique ou les pyramides d'Égypte, quoi. Parfois, on se dit qu'il y avait là un truc qui était à la fois dramatique et puis qui a aussi forcément susciter un enthousiasme dans la population, parce que aujourd'hui, c'est assez empreint de nostalgie, tout ça, et forcément, on est curieux, on est curieux. Donc, voilà. Mais y vivre, évidemment, non, je ne crois pas que ça aurait été un paradis. Et puis, il y a toujours cette question, même aujourd'hui, hein, aller vivre en Russie aujourd'hui, lorsque vous avez un passeport étranger, c'est pas exactement être comme un Russe, hein. Il faut bien rester conscient de sa situation. Alors, une question de Didier concernant la langue russe, qui a été l'un de tes premiers amours aussi, si j'ai bien compris, avec la Russie. En quelques mots, quelle est la meilleure approche de ton point de vue pour l'apprendre un minimum? Moi, je suis pas très bon en tout cas, je suis pas très scolaire. Donc, les langues qu'on m'a fait apprendre sur les bancs de l'école, j'en ai pas forcément retenu grand-chose. Le russe, je l'ai appris parce que j'étais là-bas. Et le seul conseil que je peux donner, c'est de faire la même chose que moi. Alors, je dis que vous avez 10 ans de libre devant vous, mais c'est- un mois, c'est trop court. Un an aussi. C'est une langue assez longue à intégrer. Beaucoup de vocabulaire, une grammaire un petit peu exotique pour nous, des intonations. Ça aussi, c'est assez exotique pour les francophones. C'est beaucoup de travail. Mais cela dit, il y a des gens qui arrivent parce qu'ils sont plus doués pour les études sédentaires à faire ça chez eux devant un manuel. Moi, j'ai eu besoin de pratique. On dit, je crois, je sais plus, j'avais lu ça quelque part, que pour qu'un mot, un vocable étranger soit vraiment intégré, il faut le répéter 40 fois en situation, c'est-à-dire 40 fois employer ce mot dans une phrase, de manière pertinente évidemment, pour qu'on le considère comme acquis. Donc vous voyez la pratique que ça exige, et évidemment ça c'est plusieurs années. Moi j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer le russe parce que j'étais dans des régions de Russie où on parlait pas vraiment d'autres langues que le russe, parce qu'à Moscou, évidemment, la jeunesse, elle peut s'exprimer un petit peu en anglais maintenant, et puis il y a beaucoup aussi d'étrangers, alors que quand on est coincé en Sibérie, c'est parfois douloureux, mais en tout cas, c'est efficace. Une question un peu géopolitique. Regrettez-vous l'absence quasi totale de point de vue russe dans les médias français? On me la pose toujours, cette question. Euh,
Je vais reprendre par la fin là, de cette petite conférence. C'est ce livre que j'ai écrit sur les alpinistes de Staline. Alors évidemment, ça parle des purges staliniennes, mais c'est aussi l'histoire de deux personnages, qui sont des héros en fait. Moi, il y a une chose qui me choque un peu dans le monde actuel, c'est que le récit du monde, euh, le passé, mais aussi de notre présent, le récit du monde est beaucoup fait par les Américains. C'est eux qui ont le soft power culturel et ils le font fort bien. Ils sont excellents en littérature, en cinéma, etc. Mais ils ont aussi la puissance commerciale qui va avec. Et c'est eux qui nous racontent le monde. Donc même quand les héros sont pas américains, en général, c'est eux qui nous en font le récit. Souvent, les héros quand même sont américains. Et c'est vrai que moi, je suis assez heureux de faire découvrir des héros qui viennent pas de l'Ouest, quoi. Les frères Balakov, pour moi, sont des héros. Et voilà, ce sont des héros qui viennent de Russie. Il y a aussi des gens incroyables ailleurs qu'en Amérique, ailleurs qu'en Occident, et même chez les Russes. Donc, quelque part, c'est un peu, pas leur point de vue, mais c'est leur destin que je voulais rapporter. Je suis heureux qu'on s'y intéresse quand même un petit peu en Occident. Voilà. Alors Elsa dit que donc c'est un peu une transition aussi avec tes livres et le voyage. Dans un de tes reportages, on te voit évoluer au sein des peuples nomades éleveurs de rennes. Et elle voulait savoir comment s'était créée ta rencontre avec les Nénètes, les Commis et les autres. Ça, c'est le miracle de la Russie, hein. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce pays. C'est très facile de rentrer en contact avec les gens. Bon, peut-être pas sur la place rouge à Moscou, bien sûr, comme dans toute grande ville, il y a un individualisme, une certaine froideur, etc., et une méfiance. Mais dès qu'on est en Sibérie, dans la steppe, dans la taïga, etc., c'est très simple. Donc là, on était tout simplement allé voir enfin, c'était deux familles qui s'étaient réunies pour faire leur migration, parce qu'en fait, chaque année, ils changent un petit peu, hein, ils s'associent. D'abord, c'est pas toujours les mêmes membres de la famille qui va faire migrer le troupeau chaque année. Ils alternent, histoire de se reposer en fonction des études des gamins, etc. Et donc là, on était tout simplement allé les voir. C'est-à-dire qu'on est parti avec un Russe qui avait ce véhicule extraordinaire là, que les Russes appellent les Vizdikhod. On s'était donné d'ailleurs 3 jours pour trouver une famille. Et puis finalement, dès le deuxième jour, on est tombé sur eux. Enfin, on est tombé sur des premiers nomades et puis après, des parents à eux pour rendre visite. Finalement, on les a suivis parce qu'ils avaient un troupeau plus gros et c'était mieux pour les films. Et aussi, ils étaient tout à fait marrants et sympathiques. Donc voilà, ça s'est fait tout simplement. Mais ça, vraiment, c'est des choses qu'on a du mal à concevoir quand on ne va pas en Russie. Et c'est aussi pour ça que tous les gens qui reviennent de Russie sont ravis parce que le contact humain dans ces régions est presque plus simple que par chez nous. Bon, et ça ne concerne pas que la Russie, c'est en fait tout l'espace ex-soviétique, l'Asie centrale est extraordinaire. C'est vraiment très facile de rentrer en contact avec les gens. Alors, autour de tes livres maintenant, donc question de Bruno qui rejoint ta comparaison que tu faisais entre le Far East et le Far West, mais plus actuelle, puisque bon, la fracture doit être plus prégnante de nos jours, dit-il, mais quel parallèle peut-on tirer entre l'extrême-orient russe et l'Alaska? Et n'avez-vous pas eu de velléité de découverte similaire pour l'Alaska? Si, mais la planète est vaste et magnifique. L'Alaska, la Patagonie sont des régions que je ne connais pas encore. Peut-être un jour j'irai, mais d'abord maintenant j'ai un petit peu une flemme linguistique. Je suis très heureux de parler russe et donc d'être à l'aise et surtout de pouvoir décupler un petit peu la profondeur de mon voyage via les conversations que j'ai avec les gens. Parce que forcément, quand on a... Bon, alors en Alaska, vous allez me dire, on parle anglais, c'est vrai, mais là, je parle de manière plus générale. Il y a une frustration à ne pas pouvoir aller au bout finalement de son voyage. Et alors, c'est aussi pour ça que je reviens vers ces régions-là. Mais je ne suis pas certain que l'Alaska et la Sibérie en général soient très différentes parce que il peut y avoir des paysages assez comparables, et les hommes, pour parler d'autres langues, sont quand même un petit peu déterminés par des espaces tout à fait ressemblants. Et j'ai remarqué, moi, souvent, quand même, que le cow-boy américain ou le trappeur américain ressemblait un petit peu au moujik dans sa taïga. Ils s'en rendent pas bien compte, ils ont fait la guerre froide, mais ce sont un petit peu les mêmes espèces en réalité. Bruno dit, vous avez déclaré, je crois, que la découverte n'était désormais plus géographique, mais plutôt tournée vers les choses en arrière-plan.
les pas de côté, les faces cachées des territoires connus, des villes, des peuples. Le géographe que vous êtes se transforme-t-il désormais plus en sociologue? Ah, mais moi, je n'ai jamais eu une définition restrictive de la géographie. C'est vraiment, on nous l'a seriné d'ailleurs pendant nos études de géographie, une discipline ou une science, comme vous voulez, carrefour. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs ce qui m'a passionné, moi, dans mes études de géographie. On a fait autant de climatologie que de géologie, que de démographie, sciences ô combien intéressantes. Donc, un petit peu de sociologie, de l'histoire, etc. C'est-à-dire, en gros, qu'on avait à l'université une formation absolument pas professionnalisante. C'est un miracle que j'arrive à vivre aujourd'hui de quelque chose. C'est pas, on fait pas des études de géographie pour avoir un métier tout cuit à la sortie. En réalité, il faut se l'inventer. Bon, bah, pour moi, ça se passe pas trop mal. Je suis très heureux. C'est des études passion, en fait, hein. Donc, ethnologie, sociologie, tout ce que vous voulez. Bien sûr, j'en suis friand. Alors, je suis spécialiste de rien, en fait. Et puis, en même temps, j'ai des notions un peu dans tout. Et ça aussi, c'est très agréable. Ça permet de se balader. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une voyageuse qui voudrait écrire un roman inspiré de ses expériences de voyage? C'est un peu large et surtout pour une réponse que j'attends relativement courte, mais bon, si tu as deux, trois. Bah, si elle est à Paris, elle peut venir les 15, 16, 17 juillet parce que j'anime des ateliers d'écriture dans une école qui s'appelle Les Mots. Mais tout le monde n'habite pas à Paris, évidemment. Euh, Au-delà de ça, au-delà de la publicité pour ces petits ateliers d'écriture, oui, oui, c'est difficile de répondre brièvement. Un des grands écueils du récit de voyage, évidemment, c'est d'être trop attaché à ses souvenirs et de ne pas arriver à faire la part des choses entre ce qui nous est cher et ce qui va intéresser le lecteur. Mais c'est un peu comme quand on trie ses photos, finalement. Il y en a qui sont tout à fait mauvaises, mais qui sont importantes pour vous parce qu'elles vous rappellent tel moment, tel endroit, telle personne. Et puis il y en a d'autres qui vont plaire plus largement. Et il faut arriver à se détacher de tout ça, à essayer de faire le tri. C'est très difficile. Moi, je suis le premier à être tombé dans le panneau quand j'ai commencé à écrire. Et avec le temps, on comprend un petit peu mieux. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, on écrit pour soi, mais c'est pas tout à fait vrai. On écrit aussi quand même beaucoup pour les autres. On écrit, c'est pas parce qu'on a envie, on est ambitieux, prétentieux et qu'on veut être très lu. Non, on écrit pour transmettre. Et la transmission, elle passe mieux si le texte se lit, voilà. Et donc, il faut un des conseils que je peux lui donner, en fait, c'est d'avoir un regard extérieur. Alors, si elle a la chance d'avoir une maison d'édition, ça sera un éditeur, mais sinon, ça peut être quelqu'un d'autre en qui elle a confiance. À un moment, on n'arrive plus à avoir le recul suffisant sur son propre texte. Donc on note, alors je sais plus, c'est du 14 au 16 juillet, mais enfin on reprendra de toute façon clairement ça dans le replay et on vous renverra donc un lien pour pouvoir assister à cet atelier d'écriture. Colia demande s'il y a une évolution dans ton processus d'écriture entre les livres choisis et ceux sur commande. Alors je ne sais pas si elle est plus connaît plus de choses que moi. Peut-être que toi tu comprends ce qu'elle veut dire. Kolia, mais ça ne doit pas être une femme, Kolia, si. Ah bah alors non, peut-être En pas d'ailleurs. général, c'est Nikolai en russe, enfin, je ne sais pas. D'accord, Euh, je n'ai qu'une fois un livre de commande, si on veut. Enfin, c'est quand je suis parti en Antarctique. C'était une commande dans le sens où on m'avait proposé ce voyage en échange de l'écriture d'un livre, et c'était pas une commande dans le sens où j'avais carte blanche absolument. Voilà. Euh, c'est sûr que c'est mieux de pouvoir écrire lorsque ça vient de soi et lorsque c'est son propre projet du début jusqu'à la fin. Bah, mon dernier livre, en l'occurrence, Les Frères Abalakov, c'est une aventure presque intime entre le moment où je découvre cette histoire et le moment où je rends le manuscrit à mon éditeur. Ça a été des mois de recherche fiévreux et j'en reviens à la question précédente. On peut aussi, lorsqu'on écrit, c'est pas un récit de voyage, j'écris la vie de quelqu'un d'autre, mais on peut aussi être trop passionné par son sujet, ne pas se rendre compte que le lecteur, il est pas, il va s'intéresser à cette histoire, mais il n'est pas prêt à aller aussi loin que vous. Et donc, il faut quand même aussi parfois un petit peu édulcorer. C'est pas parce que vous êtes totalement passionné par un sujet qu'il faut en mettre des tartines. Parfois, il faut savoir faire des choix douloureux. Ceux qui réalisent des films connaissent très bien cet exercice. C'est difficile, mais c'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut mettre à la poubelle. Enfin, à la poubelle. Elles ne seront pas publiées. Vous pouvez
les garder. Donc, on parlait là des livres sur commande. Moi, je ne fais pas vraiment de livres sur commande. En réalité, ça met, à part cette situation un petit peu particulière en Antarctique, j'ai jamais fait ça et je suis pas certain d'avoir envie de le faire, à moins qu'un jour on me propose quelque chose qui me parle et qui me passionne. Et parfois, on vous souffle des sujets auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Et puis, il s'avère que ça vous inspire. En Antarctique, j'ai quand même été très, très heureux de me plonger dans cette épopée. Je ne peux pas dire que je regrette, hein. As-tu un livre favori parmi tes propres écrits? Bah, j'ai Difficile. fait des choses assez différentes, moi, parce que d'abord, je ne me considère pas comme écrivain. Enfin, ça progresse, j'espère, mais j'apprends encore. Et j'essaye de faire, d'étudier un peu les différents genres dans la littérature, le roman, les nouvelles, le récit, l'enquête. Là, le dernier, c'était un peu plus une enquête. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cet exercice-là. Donc, de mon dernier livre, est sans doute, oui, celui qui m'a demandé le plus de travail, le plus d'efforts et qui m'a aussi causé le plus de doutes, ne serait-ce que parce que je n'étais pas sûr d'avoir accès à toutes les sources. Donc, à ces titres-là, ça restera une aventure d'écriture assez particulière. Il y a un autre livre, effectivement, que c'était mon deuxième livre, ça s'appelle Le Nord Céleste, que j'aime beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas assez de recul, comme je le disais tout à l'heure, pour en juger littérairement. En revanche, il raconte des voyages qui me sont très chers. C'était mes pérégrinations solitaires à travers la Sibérie pendant plusieurs années. Et c'est vrai que c'était une époque de ma vie assez grisante, parfois un petit peu triste aussi. Mais enfin, c'était quelque chose de très personnel. Et ça, c'est un livre, évidemment, que je n'oublie pas. Quel est ton plus grand souvenir de Russie? Pourquoi on demande toujours, on pose toujours ces questions? Mon plus grand souvenir de Russie, je sais pas, un jour, il y a un ours qui a débarqué dans la taïga devant moi. Je sais pas si c'est un bon souvenir, mais en tout cas, c'était pas un moment comme les autres, je peux vous l'assurer. En fait, c'est amusant la rencontre avec l'ours parce que on n'en rencontre pas à tous les coups, évidemment, des ours. Et en même temps, quand on se promène souvent dans la taïga, on sait qu'un jour, c'est inéluctable, ça va arriver. Et on n'est jamais vraiment prêt. Euh, Moi, l'ours m'a regardé, il s'est barré et puis il m'a laissé comme ça un peu toute chose. Mais sinon, blague à part, mes plus grands souvenirs de Russie, en fait, c'est tout bête, mais c'est un petit peu à l'image de la Russie, c'est-à-dire que quand vous allez en Russie, il n'y a pas les chutes du Niagara, il n'y a pas les pyramides d'Égypte, il n'y a pas le Potala, il y a rien d'exceptionnel quoi en Russie. C'est juste l'immensité et puis une espèce d'atmosphère qui est très difficile à expliquer à ceux qui ne sont pas allés là-bas. Je pense que mes plus beaux souvenirs de Russie, c'est la solitude dans la forêt. Mais c'est pas facile à expliquer aujourd'hui à un occidental parce que on a une conception de la forêt. On a oublié ce que c'était que la forêt, en fait. On n'a plus de forêt vierge, on n'a plus d'espace sauvage, on a des parcs et c'est fantastique, heureusement. Mais on n'a plus des étendues comme celle-ci. Et ce sentiment d'être vraiment dans un monde primaire, j'ai envie de dire, je l'ai en moi et d'ailleurs, je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais j'ai envie d'y retourner là pour un projet. Est-ce que tu as une préférence entre la vie en Russie et en Ukraine? Le Donbass était-il un choix de destination personnelle ou professionnelle pour toi? Alors, le Donbass, c'est très clair, c'était professionnel. Moi, je travaillais à l'époque pour le réseau des Alliances françaises. Enfin, c'est via les ambassades de France à l'étranger. On m'avait proposé ce poste. Pour être honnête, je ne savais même pas où était Donetsk sur la carte. Donc, je me suis très vite renseigné. J'ai dit pourquoi pas, j'ai beaucoup besoin d'argent. Et je suis arrivé à Donetsk. Et alors, je vais vous faire des confidences. Au bout d'un an, le poste de directeur d'Alliance française à Irkoutsk, au lac Baïkal, se libérait. J'ai demandé à être muté. On m'a envoyé paître magnifiquement. Cela dit, la personne qui l'a eu, c'est Johan Barbero, la personne qui ensuite a eu des déboires judiciaires avec les Russes au lac Baïkal. Donc, je suis, resté à Donetsk, je me suis fait une raison et c'est vrai que j'ai fini par,
Par m'attacher à cette région ouvrière, j'ai découvert ce que c'était que l'esthétique industrielle. Je vous assure qu'on partait de très loin là, mais les immenses ruines et friches industrielles qu'ont laissées les soviétiques, enfin, là, il y en a qui sont encore en fonctionnement, hein, m'ont absolument fasciné. Je suis descendu dans ces mines de charbon et d'anthracite avec ces gueules noires qui nous évoquent un passé déjà plus que trentenaire, ou je sais pas, on a fermé les dernières mines début des années 80, je crois, et alors que là-bas, c'était leur quotidien. Et alors, d'ailleurs, la première question, c'était est-ce que j'aurais aimé vivre en URSS? Et ben, on va boucler la boucle. Au Donbass, plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'en Russie, en Ukraine, au Donbass, j'ai eu un peu senti ce que ça avait été que la période soviétique. Une question qui nous ramène au livre. Est-ce que l'exercice du roman est quelque chose qui te tente? Oui, bah, on parlait du Donbass à l'instant. J'en ai tiré un roman qui s'appelle Anthracite. C'était mon premier roman. Alors, c'est vrai, évidemment, que c'est pas un roman que j'ai écrit en imaginant absolument tout. Là, c'était une sorte de docu-fiction, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'avais pris énormément de notes sur ce que j'avais vu au Donbass, vu et entendu aussi, hein. Je me suis fait un petit peu la commère de service dans ce livre, mais c'est-à-dire que pendant une guerre, en fait, on se rend compte que les rumeurs ont un impact incroyable sur les événements parce que bah, c'est comme les fake news sur Internet, quoi. Les gens s'emballent alors que rien n'est prouvé, mais en fait, ils ont même plus envie d'aller chercher la vérité du moment que ça vient appuyer leurs convictions. Euh, ils s'enflamment. C'est comme ça que la guerre a un petit peu commencé. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu relater ce qui s'était passé, parler aussi justement de ce que c'était que le Donbass au-delà de la guerre. Et je me suis dit que la meilleure forme, ce serait le roman, parce que moi, j'avais rien à raconter. Enfin, j'avais pas d'itinéraire particulier. J'étais pas acteur, moi. C'est pas comme dans un récit de voyage, ou même si on fait pas grand-chose, on peut au moins être le fil rouge, ne serait-ce que parce que on emprunte tel ou tel itinéraire et ça structure le récit. Là, pas du tout. Et puis, comme c'était une situation très confuse, je trouvais qu'à travers les personnages, ça permettait eh bien, de faire valoir le point de vue de chacun, qu'on le partage ou non en tant qu'auteur, mais justement de faire parler les gens à travers un roman. Oui, c'est un exercice extraordinaire. Je pense que c'est pas le dernier roman. Plusieurs personnes, donc on arrive là plutôt vers le voyage avec une ou deux questions pratiques qu'on va survoler. Une qui est posée par plusieurs personnes concerne le Kamtchatka. Est-ce que tu connais un peu cette région? Est-ce que tu y es allé? Bah oui, bah, je dois y aller là en septembre, je crois, si les frontières rouvrent. J'y ai été, bien sûr, déjà, mais de manière assez brève. Et du coup, quelle est la question? C'est juste savoir si j'ai le tampon dans le passeport. Oui, oui, non, mais voilà. Est-ce que tu aimes le Kamtchatka? Est-ce que c'est une région qui te plaît tout autant que le reste de l'extrême-orient russe? Alors, je vais vous dire, la Russie, je disais tout à l'heure qu'il n'y a rien d'exceptionnel, pas de haut lieu. Et ça fait de cette Sibérie absolument gigantesque un désert touristique pratiquement. Alors, les voyageurs se concentrent essentiellement sur le lac Baïkal ou sur le Kamtchatka. Et à cause de ça, moi, j'avais un peu fui en fait le Kamtchatka parce que ma Russie, c'était aussi d'être tout seul au milieu des arbres, des ours et des Russes. Et mon privilège, c'était de parler russe. Et j'avais certainement pas envie d'aller là où tout le monde allait. Et donc, j'ai un petit peu traîné des pieds, mais même pour le lac Baïkal, hein, j'y suis allé assez tard. En fait, c'est Sylvain Tesson qui m'a plus ramené vers le Baïkal. Et moi, en échange, je l'ai amené vers d'autres d'autres horizons. Et le Kamchatka, j'ai fini par y aller parce que je travaillais à Vladivostok, c'était pas si loin, à l'échelle russe 100 ans, bien sûr. Donc, j'ai grimpé un ou deux volcans. Et voilà, je me suis baigné. J'ai un souvenir atroce. C'est un enfer peuplé de moustiques. Et je pense qu'il faut vraiment pas y aller en plein été, hein. Enfin, je sais pas à qui je m'adresse, si quelqu'un a des plans. Si vous avez vos billets d'avion, c'est trop tard, mais sinon, je- c'est là-bas qu'on est obligé de porter des chapeaux avec des moustiquaires, là. C'est quand même pas super chouette, hein. Je sais pas ce qui est mieux, le masque anti-Covid ou la moustiquaire anti-moustique du Kamchatka, mais c'était dur quand même. Bon, alors bah oui, je crois que t'as un peu répondu aux questions qui se posaient sur le Kamtchatka et peut-être aux envies de voyage. Une question plus vaste sur le voyage. Que penses-tu des comportements consistant à condamner le voyage comme étant trop consommateur d'énergie et émetteur de
CO2. Bon, en gros, est-ce qu'il faut continuer à voyager compte tenu du réchauffement climatique? Alors, on va parler d'écologie juste après. Moi, je vais commencer par répéter, je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure dans la conférence, cette idée de refuser un monde virtuel. C'est-à-dire que, bon, là, je ne parle même pas du Covid, là, je parle de manière générale. On est de plus en plus dans une expérience numérique des choses, à travers les films, à travers même des choses en 3D et tout ce qui va arriver. L'expérience du monde, elle doit rester une expérience physique. Et les rencontres avec les autres, l'altérité, il faut que ça reste une réalité, parce que même derrière un chat Facebook, je ne suis pas sûr que ce soit, c'est toujours une bonne chose que de discuter, mais bon, le voyage a quand même cette grande vertu de mettre les gens en contact les uns avec les autres. Si on se retrouvait dans un monde où on s'interdisait cette expérience-là de l'autre, je ne sais pas si on marcherait pas un petit peu, on régresserait pas un petit peu du point de vue de l'humanité, tout simplement. Alors après, la question écologique, moi, je suis un petit peu contre les escapades, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, très souvent maintenant, il y a de la publicité. On vous dit faites un saut à Berlin, passez un week-end à Prague, faites une escapade à Lisbonne. Ça, je pense que c'est d'abord, on dénature le voyage, parce que le voyage, par définition, c'est du temps long. Alors, on n'a pas tous l'occasion de partir des mois et des mois, mais je veux dire, si on part un seul week-end, ça risque quand même d'être un petit peu euh, autre chose que du voyage. D'abord, c'est une consommation. Il faut bien prendre conscience qu'on a fait du voyage un produit de consommation comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a de la publicité, il y a des soldes, euh, il, y a des, il y a des modes aussi, il y a des offices du tourisme dans tous les pays du monde qui font des opérations de communication en France à travers des journaux, des publi-reportages, c'est même parfois des publicités vidéo sur Internet, etc., pour vous attirer. Alors ça aussi, c'est un contresens en termes de voyage. Le voyage, c'est quand même son envie d'aller découvrir le monde. Il faut qu'on arrête de se faire dicter d'abord nos modes. Je parle de fringues comme de voyage, en fait. Là, je crois vraiment il faut arrêter de consommer le voyage. Il faut arrêter de faire les voyages courts et il faut arrêter de suivre le doigt qui vous indique que cette année, il faut aller en Islande ou que c'est pas cher d'aller au Sri Lanka ou que tel pays a réouvert ses frontières ou je ne sais quoi. Réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous allez chercher, combien de temps vous avez. Plus vous en avez, mieux c'est. Et je sais que c'est pas facile, donc je n'insiste pas trop là-dessus. Moi-même, je suis obligé maintenant d'écourter mes voyages parce qu'on a tous des contraintes professionnelles. Mais ne nous interdisons pas de voyager, essayons simplement de revenir à nos vraies envies, en fait. Ça rejoint la réponse d'Émeric Fisset il y a quelques semaines. C'est cher, Émeric. Oui. Juste pour terminer sur le voyage, deux questions pratiques. Est-il facile d'obtenir des autorisations dans ces contrées reculées et quid de la logistique? Bon, et une question à laquelle tu as répondu, d'ailleurs qui émane de la même personne, est-il facile de communiquer avec les locaux et faut-il être accompagné par un guide? Donc, logistique, autorisation et guide. Ah, on parle de la Russie, là, parce qu'il y a la décentrale aussi. Bon, alors, évidemment, je disais que c'est très facile de rencontrer les locaux quand on parle la langue, en fait. Alors, c'est pas qu'ils soient contre le fait de communiquer lorsqu'ils ne la parlent pas, mais évidemment, ça complique les choses. Alors, c'est vrai que parfois, avoir un guide, un interprète, quelqu'un qui puisse faire le truchement, on a l'air comme ça de. On se dit, ouais, je vais être un touriste, mais en fait, c'est une très bonne chose parce que il faut pas s'imaginer toujours grand voyageur, grand explorateur. Parfois, on bute contre des trucs. Et la Russie, comme certains pays asiatiques, font partie de ces pays où la langue est une barrière beaucoup plus difficile à enfoncer qu'ailleurs. Et je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement. Ouais. Après, sur les autorisations, alors le visa russe, aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Bon, c'est pénible parce qu'il faut faire le visa, mais il n'y a pas de document particulier. Pas perdre de vue, en revanche, que certaines régions russes sont soumises à des autorisations spéciales. En général, ce sont des zones frontalières. Alors, ça ne concerne pas le Kamtchatka, là, pour le coup, ça, on peut y aller sans problème.
Mais les Russes ont une conception de la zone frontalière qui est assez particulière. Ça peut être, moi-même, là, en mars, on était, parce qu'on fait une série de films documentaires pour Arte et on tournait en mars, juste avant le confinement, un épisode en mer Blanche, dans l'Arctique. Et on s'est fait arrêter en zone frontalière, comme ils nous ont annoncé. On devait être au moins à 1000 km de la frontière, je ne sais pas exactement. On n'avait même pas soupçonné la chose. Et avec toute mon expérience de la Russie, ils m'ont encore étonné, là, les Russes. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut bien se renseigner. Ce n'est pas toujours marqué le long des routes. À 1000 km d'une frontière, il faut commencer à se demander si on n'est pas en zone frontalière. Une question, et puis on va aborder une ou deux questions donc pour conclure. Sur ton écriture aussi, on devine des parallèles entre Sylvain Tesson et le vôtre. Voyez-vous des liens, des divergences entre votre travail et le travail de quelqu'un comme Olivier Rollin et sa vision de la Russie, voilà, le météorologue ou le documentaire sur les Solovski peuvent se rapprocher des alpinistes. Bon, c'est connaisseurs qui posent cette question. Ouais, c'est des connaisseurs et là vous citez des grands noms. En tout cas, Olivier Rollin, moi c'est quelqu'un dont j'admire immensément la plume. Je sais que lui est frustré pour le coup de pas parler le russe et on parlait de l'idée d'avoir un interprète avec soi. Lui, c'est ce qu'il fait, Olivier, hein. Il a un ami russe très cher qui lui sert d'interprète et c'est comme cela qu'il a pu écrire des livres aussi beaux que Le Météorologue. Alors évidemment que Le Météorologue, c'est un livre dans sa démarche un petit peu comparable aux Alpinistes de Staline. C'est pas du tout la même histoire, mais ça fait partie de cette, comment dire, de cette énorme matière dramatique dont l'histoire russe est malheureusement riche et qui intéresse les écrivains. Et je sais qu'Olivier a été autant passionné par l'histoire de ce météorologue que moi par ces alpinistes. Voilà. Cédric, pour conclure, une dernière question qui a été posée par plusieurs personnes autour de tes prochains projets et de tes prochains livres. Alors, c'est amusant parce que quand on sort un livre, on vous demande tout de suite quel est le prochain. Alors, écoutez, des projets, on continue, nous, de cette série là, de documentaires pour Arte. On a encore des épisodes à tourner au Caucase, dans l'Altaï. Ça nous occupe beaucoup. Alors, je travaille aussi, moi, comme scénariste, comme co-scénariste pour un réalisateur qui s'appelle Luc Jacquet. Je n'en parlerai pas en détail, mais là, c'est un projet de cinéma en Russie aussi. Et côté livre, bah, j'esquissais tout à l'heure un petit peu le sujet de la taïga russe. J'ai un projet qui est lié à la forêt. Voilà. Bon, mais ça prendra encore un petit peu de temps, hein. On refera une conférence, Eric, peut-être. Écoute, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, si je puis dire, puisque voilà. En tout cas, peut-être même physiquement, qui sait. Peut-être qu'on pourra enfin se rapprocher. On a le droit. Ouais. Merci mille fois. Une conférence qui a duré 1h20, la plus longue. On a dépassé tous les records. Merci mille fois, Cédric, de ton temps, d'avoir mis cette énergie. À tout le monde. Je ne sais pas. J'imagine une salle remplie de gens devant moi et ça se trouve, il y a 3 personnes dans les fauteuils rouges du premier rang, mais je remercie tout le monde d'avoir suivi cette conférence. Non, je te rassure, non, ils ont été à peu près une centaine à te suivre et c'est allé plutôt crescendo, donc ton inquiétude qui était d'en perdre en route n'était pas justifiée. Merci beaucoup, Cédric. À très bientôt encore. Et bon vent. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt, donc dans une semaine. Allez, salut tout le monde.